La porte-parole de Lutte ouvrière, bonjour à vous. Et puis David Dieng-Frey, entrepreneur, gérant de la société Bagelstein. Vous connaissez sûrement ces bagels, ces muffins, vous les avez déjà dégustés. Nathalie Arthaud, vous vous dites, eh ben, l'État n'a qu'à tout prendre et puis comme ça va régler le problème ou pas? Ah bah ce serait une bonne idée. Non mais vous voyez, enfin, autant je trouve tout à fait légitime que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a construit sa maison, ou qui en tout cas qui détient sa maison, puisse le léguer à ses enfants. Autant effectivement léguer des millions et des millions, tout un capital qui permettra ensuite de faire prospérer une génération de très riches. Je trouve pas ça du tout légitime. Mais moi, Johnny a travaillé aussi toute sa vie. Oui, mais enfin c'est aussi, quand même, on a vu que c'était une industrie. Le disque, la musique, un sacré business en réalité. Moi, ce que ça m'inspire quand même d'abord une première réflexion, c'est le contraste entre ce monde-là, des paillettes, des poses glamour, qui est censé faire rêver le monde entier. Et puis, en réalité, des relations très glauques, très sordides, des jalousies autour de l'argent, etc. Et je trouve que c'est quand même, c'est assez représentatif finalement de la société, où l'argent pourrit absolument tout. C'est un exemple de réussite sociale aussi, Johnny, quand même. Ah bah voilà. Du bas de l'échelle pour aller en haut. Ça fait vraiment pas envie. Nathalie Arthaud, on se dispute aussi dans des familles autour de tout petits héritages. Ah oui, ça c'est universel. En effet, vous avez raison. D'ailleurs, c'était Sacha Guitry qui disait « Famille unie, attendez qu'ils héritent ». Et en fait, c'est vrai pour les puissants et très riches quand il y a des sommes folles. C'est vrai pour une petite cuillère. C'est-à-dire parce que, et on le voit avec l'histoire de Johnny Hallyday, en fait, derrière cette histoire d'argent, il y a toujours une histoire d'affect, d'amour. C'est ce que vous disiez, Roselyne. La question qui est derrière, c'est la quête de reconnaissance et la quête d'amour qui vient se mêler, hélas, aux affaires d'argent. Et dans un sens, ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouve exactement dans cette histoire la fonction qu'avait la tragédie antique. C'est-à-dire qu'on est exactement là. En effet, ce sont les paillettes, c'est le monde glamour, c'était fait pour être beau. Et tout à coup, on voit que c'est aussi sordide que chez n'importe qui d'autre qui ne vit pas dans les paillettes. Et il y a ce phénomène qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la purification des pulsions, parce que chacun qui peut vivre ça dans sa vie va se dire mais finalement je vois le spectacle de ma vie mais transformé dans un monde de puissants. La dimension différente ici, c'est qu'il y a effectivement un déballage public. Mais justement, c'est en ça que ça ressemble à une tragédie, c'est-à-dire que nous y assistons, nous sommes au spectacle, exactement comme dans un théâtre antique où on vient voir les histoires d'amour contrariées et les horreurs qu'il pouvait y avoir dans la famille des Atrides. C'est pareil, et tout ça est à la fois sordide et en même temps, ça nous nettoie nous-mêmes de nos propres pulsions. C'est vrai. Quand même, on ne peut pas comparer non plus une famille ou des membres d'une famille qui se déchirent pour, je sais pas, de 2 000 ou 3 000 euros, parce que justement les tensions sur la vie sont telles que voilà. C'est pareil, les ressorts sont les mêmes. Non, mais là, il s'agit quand même de femmes et d'hommes qui sont riches à millions. À partir du moment où on est sur des fortunes qui sont totalement virtuelles, comme celle de Xavier Niel, il n'y a plus de, justement, le rapport affectif n'est plus là et du coup on peut décider de couper les liens de mémoire. Ça doit vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Arthaud, j'imagine, avec ces grands capitalistes qui décident que les générations suivantes vont repartir de zéro? D'abord, repartir de zéro, ce n'est pas vrai. Ah bon? Elles ne repartent pas de zéro, parce qu'en réalité, bien sûr, elles repartent avec un tas de relations, avec un carnet d'adresses bien fourni, avec... Oh là là, vous n'êtes jamais contente, on va pas non plus changer leur nom. Moi, je vais vous dire que ce qui me choque, c'est même pas tellement ce qui se passe après au niveau de l'héritage, c'est le fait qu'une personne puisse accumuler autant en une vie. Enfin, moi, je suis entourée de gens, mes parents, ma famille, enfin, les gens, ils passent leur vie à bosser. Ils passent leur vie à bosser pour 1800, 1200 euros, 1400. Moi, j'ai une copine, elle fait 20 ans, elle travaille à la Poste, elle est à 1400 euros net. Et je peux vous dire qu'elle va jamais accumuler des millions et des millions. Et c'est ça le lot commun. Et comment se fait-il qu'il y a une minorité comme ça dans la société de gens qui accumulent des sommes, mais qui sont même, mais bien sûr, complètement inimaginables. Ces personnes qui gagnent 1400 euros adorent Johnny Hallyday et les histoires. Vous cherchez à détourner le sujet. Mais moi, ce qui me choque, c'est une vraie question.
qui me choque, c'est qu'on est dans un système économique qui est une véritable pompe aspirante des richesses et du travail et du labeur et de la sueur de chacun à un pôle. Ça s'appelle le capitalisme et c'est basé sur l'exploitation. Et moi, c'est ça qui me révolte. Mais Nathalie Arthaud, s'il y a des entreprises, et il y en a qui se conduisent mal, est-ce que ce n'est pas le rôle des services de l'État, de l'inspection du travail, de faire ça plutôt que de name and shame avec tous les abus qui peuvent surgir? Moi, je pense que les mieux placés pour dénoncer les pratiques courantes, effectivement, qui sont considérées comme frauduleuses, oui, mais aussi les pratiques qui ne sont légales, mais pas éthiquement recevables. Voilà, mais pas. Eh bien, je pense que les mieux placés, ce sont les salariés, et que si le gouvernement voulait véritablement, faire la transparence, il s'appuierait. Par exemple, sur ce qu'on appelle maintenant communément les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les salariés qui sont choqués, qui ont des choses à dire, à dévoiler. Regardez ce qui s'est passé chez Lactalis. Mais Nathalie Arthaud, vous voyez comment ils prennent après les lanceurs d'alerte? Mais justement, parce que l'État ne les protège pas. C'est un truc à changer, mais elle a raison. C'est justement ça. On appelle ça de la délation. Moi, je n'appelle pas ça, je suis d'accord avec vous. C'est de l'autorégulation, c'est de l'autocontrôle par les salariés qui dénoncent quelque chose qui n'est pas normal. Ben oui, c'est très bien, je suis d'accord. C'est à la fois l'État. C'est très bien, mais ils n'osent pas. Non, mais la protection des lanceurs d'alerte est un autre débat qui n'est pas fini. Il n'a pas terminé son propos, Nathalie Arthaud. Non, mais c'est ça. Je pense qu'ils sont les mieux placés, qu'il faudrait pouvoir s'appuyer sur eux. Or, en fait, ils ont des obstacles en permanence. C'est le secret professionnel. Et puis, il y a la pression, évidemment, de la hiérarchie. Il faut se taire, ne pas dévoiler ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, voilà ce qui serait très... Alors, Catherine Rambert, puis Natacha. Et puis, ils sont poursuivis, ils sont licenciés, etc. Donc, moi, je pense que ça serait un véritable progrès et cela permettrait, y compris de mettre sur la table un certain nombre de mécanismes qui ne sont jamais pointés du doigt. Parce que quand on voit... Je finis juste là-dessus parce que j'y tiens. C'est parce que vous comprenez, le name and shame, là, le gouvernement veut le faire de son point de vue, en montrant du doigt les vilains petits canards qu'il a désignés, lui. Mais les pratiques du genre, les actionnaires se mettent dans la poche des milliards et puis les salariés, ils n'ont pas d'augmentation. Et ça, c'est votre point de vue à vous. Eh bien, ça aussi, on doit pouvoir le mettre sur... Catherine Rambert, puis Natacha. C'est marrant parce que je ne suis pas tellement de votre bord politique, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, ce name and shame, il peut être mis en place sur d'autres plans, en effet, sur la promotion des femmes, l'égalité salariale, sur les entreprises pollueuses. Oui, tout à fait. C'est une technique de Macron. Sur les entreprises pollueuses, le terrorisme sur Internet, la discrimination au travail, les inégalités. Eh bien, c'est une très bonne chose. C'est devenu une technique de gouvernance. C'est une très bonne chose. Et on voit comme ça, ce ne sera pas que le capital, les intérêts des actionnaires qui vont diriger et générer du profit à tout prix. Natacha. Moi, je trouve ça très sain. Ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'éviter de traiter globalement la question. Il s'agit de pointer quelque chose qui est l'écume, en fait. C'est-à-dire cette question de savoir s'il y a quelques fraudes évite de penser en quoi un système fonctionne mal. C'est vrai pour le poids des actionnaires, par exemple. C'est-à-dire que finalement, avant qu'existe le name and shame, il existait quelque chose de très bien et qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelait la grève. Et par exemple, les employés de Carrefour qui font grève parce qu'ils vont être licenciés alors que Carrefour fait des profits et laisse partir des dirigeants qui se sont plantés avec des retraites chapeau absolument délirantes. Je veux dire, ça relève là aussi du même processus. En revanche, sur les travailleurs détachés, ça évite de penser la question du travail détaché en lui-même et de la façon dont a été organisé en Europe un dumping social. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la mécanique du travail détaché, ça consiste à faire baisser les salaires, puisque ça permet de créer une concurrence au sein même de l'Union européenne entre les pays qui n'ont pas les mêmes droits sociaux. Donc on peut venir s'émouvoir que des patrons y aient recours de façon illégale, mais c'est la question de l'organisation légale du travail au sein de l'Union européenne qui pose problème. On évite absolument la question. Non, on l'évite et pas. On se retrouve avec 500 000 travailleurs détachés qui permettent de tirer les salaires à la baisse. On commence à poser la question, même si c'est l'écume, etc., ça commence à faire question. Et cette question, plus elle va être prégnante et plus il va y avoir de name and shame, eh bien, il faut espérer, si on est optimiste, et je le suis par nature, que ça peut changer des mœurs. Je préfère une action politique. Une réaction... Tout n'est pas incompatible. Sur Twitter de quelqu'un qui va dans le sens de ce que vous dites, Natacha, souvent les travailleurs détachés sont payés au lance-pierre. Pas forcément d'ailleurs, parce que... C'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. J'ai travaillé pendant 5 ans dans la World Company du recrutement. J'étais un méchant chasseur de tête. D'accord ? On m'a demandé... C'est bien d'avouer ses fautes. Mais oui, je suis un repenti. Pendant 5 ans, on m'a demandé, à moi, des BBR
des Bleus, Blancs, Rouges, Nathalie Arthaud, des NF, Natacha Polony, des normes françaises, des dialectes obligatoires quand je recrutais sur le Grand Est. Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ça? Soit j'allais voir mes N+1, qui sont parisiens ou anglais, en leur disant « mes clients veulent pas de bronzés, de basanés, etc. » Et ils vont me dire « mais tu fais ce qu'on te dit, gars, tu fais ce qu'on te dit. » Ou bien, moi-même, je m'obligeais à mettre dans les shortlists de 5 candidats, 2 Maghrébins, une personne d'origine turque. C'est un autre problème. Non, mais si, parce que là où je viens au name and shame, j'aurais pu, moi, dénoncer ces structures en disant ces structures-là ne veulent que ces profils-là, ne veulent que ces profils-là, ne veulent que ces profils-là. Ça aurait fait avancer quoi? Comment on aurait avancé? Quelques chiffres sur la provenance des travailleurs détachés, parce que vous dites qu'il y a des Français qui vont en Allemagne. Figurez-vous qu'il y a des Français qui sont travailleurs détachés en France. Et oui, même si ce sont les Portugais qui sont en tête de ce classement, il y a 60 000 Polonais, 45 000 Allemands, et quand même pas loin de 40 000 Français qui sont employés par des sociétés d'intérim qui sont dans d'autres pays européens, Natacha. C'est tout le problème des sociétés boîtes aux lettres. C'est-à-dire que la directive travailleurs détachés telle qu'elle existe aujourd'hui permet à des structures d'avoir une boîte aux lettres dans un autre pays et donc d'externaliser l'ensemble des emplois, ce qui évite de payer les charges qui devraient ensuite assurer tout simplement le train de vie de l'État, c'est-à-dire la construction des écoles, des hôpitaux, etc. Est-ce que ça vide l'État de sa substance. Le discours de Natacha, vous y êtes 100%. Non, mais moi, sur le name and shame, le gros problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, c'est de l'affichage. Alors, effectivement, on va pointer du doigt telle ou telle entreprise, mettre un bonnet d'âne, et puis après, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Une mauvaise image pour les entreprises qui en souffrent commercialement. Même si on sait que Vinci a travaillé avec des sous-traitants qui faisaient du travail au noir, vous croyez que Vinci va perdre son chantier d'extension d'aéroport à Nantes? Mais bien sûr que non. Ça peut peut-être renforcer après au moment de l'appel d'offres. Ce n'est pas vrai. Y compris. Donc moi, ce que je sais aussi, c'est qu'on a un gouvernement qui se refuse à toute action contraignante vis-à-vis des grandes entreprises qui sont prises, y compris la main dans le sac, qui se refusent à effectivement mettre des lois qui imposent, il y a des amendes, il y a des sanctions quand même. Mais très peu, et y compris, j'ai regardé, je suis pas sûre de moi, mais sur Lactalis, est-ce que le gouvernement a porté plainte? À ma connaissance, non. Il y a des plaintes dans ce dossier. Il y a des plaintes qui ont été déposées par les familles, effectivement. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de plainte déposée par l'État. Eh bien, voilà, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a tout un affichage et en réalité, on laisse libre. Et même dans les lois qui sont prises, regardez, y compris le droit à l'erreur. Alors, d'un côté, le gouvernement leur laisse une certaine marge de manœuvre, il peut faire des erreurs et puis ensuite s'excuser, j'ai pas bien fait attention, etc. Mais moi, je crois que non, il faut une politique contraignante. Et là où je suis d'accord, c'est que cette politique contraignante, il va falloir que les travailleurs l'imposent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dénoncer. Il faut qu'autour de ces informations qui sont choquantes, qui sont révoltantes, qu'il y ait un mouvement qui s'organise, une pression qui soit faite par en bas, de façon à ce que les intérêts collectifs, y compris du monde du travail, soient respectés. Les politiques contraignante, c'est pas facile parce qu'il y a de moins en moins d'inspections, figurez-vous. Regardez le chiffre du nombre des inspections, c'est en baisse d'une année sur l'autre. Voilà, il y en a eu 1300 et 965 en 2017. Il y a quelqu'un qui nous dit s'il y a beaucoup de travailleurs détachés, c'est tout simplement parce que l'entrepreneur doit dépenser environ 2500 € pour un salaire net de 1000 €. Tant que ça sera comme ça la situation en France, il y aura des travailleurs détachés, trop de charges patronales. Natacha. Oui, parce qu'en France, nous avons une sécurité sociale, nous avons des impôts qui permettent de payer énormément de choses. Et c'est du salaire indirect. C'est du salaire indirect. Ce qui n'existe pas dans d'autres pays. Le problème n'est pas d'avoir des charges, le problème est d'être mis en concurrence avec des pays qui n'en ont pas. C'est-à-dire que la préservation de ce modèle n'est pas compatible avec le libre-échange absolu. Donc il y a un moment où il faut choisir. C'est-à-dire que soit on veut protéger ce modèle social, soit on estime qu'on va se mettre en concurrence avec tous ceux qui ont un modèle social différent. La Roumanie, par exemple, il y a regardez deux fois moins de charges sociales. Regardez l'histoire de Whirlpool. Whirlpool, c'est totalement exemplaire. Oui, c'est-à-dire que Whirlpool, situé donc dans le nord de la France, a délocalisé sa production de sèche-linge en Pologne parce que
c'est moins cher en Pologne pour des sèche-linges qui seront vendus en France et qui vont traverser l'Europe dans des camions pour être vendus en France. Et en Pologne, il y a des travailleurs détachés, enfin des travailleurs ukrainiens qui viennent et les travailleurs polonais commencent à être concurrencés par les Ukrainiens qui sont encore moins chers. C'est-à-dire, où est-ce qu'on s'arrête dans ce système-là? C'est ça la question. On va choisir le moins disant, mais enfin, il y a aussi une question de pouvoir d'achat, Nathalie Arthaud. Si on choisit l'entrepreneur moins cher, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'entrepreneur plus cher. Ça se passe aussi comme ça quand on choisit pour des travaux, par exemple. Moi, clairement, je suis absolument pas d'accord pour considérer que nous sommes tous complices et que finalement, nous sommes tous responsables au même niveau, qu'il n'y a pas de différence entre, effectivement, ceux qui dirigent l'économie, qui font la pluie et le beau temps à l'échelle, non seulement de la France, mais en fait, dans le monde, parce que les entreprises qui ont des travailleurs détachés agissent aussi en Chine, au Bangladesh, enfin bon, œuvrent à l'échelle du monde, ils font leur argent en exploitant les salariés, voilà, sur toute la planète. C'est ça la réalité. Donc je suis absolument pas d'accord pour placer, voilà, le simple salarié, le consommateur, la femme qui est au foyer, au même niveau, sur un même plan. C'est pas vrai. La réalité, c'est que nous sommes dépendants, quand on doit effectivement gagner son pain, quand on doit aller se vendre, on est dépendant d'un système qui s'impose parce que de toute façon, voilà, on n'a pas l'argent, on peut pas créer son entreprise, on peut pas s'en sortir autrement. Donc voilà, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ceux qui décident, comment décident-ils? Eh bien, ils décident effectivement pour faire du fric le plus vite possible et tout et n'importe comment. C'est pas une question de comment dire, de dérapage, mais bien sûr, tous les grands groupes. Mais attendez, il y a 2 milliards. Non, les individus également. C'est ça. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de nature humaine. Je pense que c'est une question c'est le système capitaliste qui est organisé effectivement comme ça. C'est la rentabilité, la compétitivité. Alors, si vous me permettez une petite parenthèse. C'est que justement, tout à l'heure, on discutait sur cette histoire de name and shame, qu'on dénonçait, mais il n'y avait pas rien derrière, pas de mesures coercitives, pas d'interdiction. Mais vous voyez que là, ils savent en prendre des interdictions. Là, on suspend le permis, on contrôle et crac, il n'y a plus rien. Non, mais là, rien n'est fait. Non, mais vous voyez que autant pour interdire, pour contrôler, pour être dur, coercitif avec la population, ça, le gouvernement sait très bien le faire, l'État sait très bien le faire, mais toucher aux grandes entreprises, alors là, il n'y a plus personne. C'était une parenthèse. Et sur ce problème... Encore une fois, c'est un vieux débat, il n'y a toujours pas d'action des pouvoirs publics. Et sur ce problème, moi, je trouve que c'est très facile. C'est quand même facile, quoi. C'est facile. On constate qu'il y a effectivement un problème. Sans doute qu'il y a des personnes qui ont très âgées, qui sont des dangers pour eux et pour les autres. C'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce que le préfet propose ? De les assigner à résidence. Non. Parce que, quand même, ces personnes âgées, elles n'ont pas, à l'inverse du préfet, un conducteur à sa disposition, à leur disposition. Quand on est en zone rurale, il y a un vrai besoin de voiture. Non, mais je termine là-dessus. Moi, c'est ça qui me choque. C'est que pour résoudre un problème qui existe... Allez, en un mot, Catherine Rambert, on va aborder un sujet qui est délicat, qui est le sujet de l'âge du consentement sexuel, parce que il y a une affaire dont vous vous souvenez peut-être d'une fillette de 11 ans qui a eu un rapport sexuel avec un adulte, et lui dit que ce rapport était consenti et qu'elle faisait beaucoup plus que son âge, et elle dit qu'elle était dans un état de sidération, et ça n'est pas été surtout qualifié de viol, donc c'est un procès qui passe en correctionnel. Incroyable qu'on se pose le problème du consentement pour une fillette de 11 ans. Il y a d'ailleurs 2 cas, 2 cas différents, mais j'ai trouvé ça... Et l'une autre pour 13 ans, je crois. Incroyable. C'était le même âge, c'était 11 ans. Et je ne sais pas, moi, ce qui ressort du vide juridique ou ce qui ressort de l'interprétation des juges qui, manifestement... ont manqué de bon sens. On manquait de bon sens ou sont peut-être aussi imprégnés d'un certain nombre de préjugés, de crasses misogynes. Enfin bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Femmes ou des hommes, les juges? Je ne sais pas. Mais vous savez qu'y compris les préjugés malheureusement, ils sont aussi relayés par un certain nombre de femmes. On en a eu l'exemple il n'y a pas bien longtemps dans une tribune. Je vous laisse. Bon, je ne vais pas... Encore un autre débat. Un autre débat. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, si...
cet âge de consentement peut être un garde-fou et effectivement protéger davantage et en tout cas reconnaître davantage les victimes, eh bien, ça sera une bonne chose. Il se pose le problème de l'âge, il se pose le problème aussi de est-ce qu'à 15 ans, par exemple, il faut interdire les relations amoureuses, les relations sexuelles avec quelqu'un qui a 18 ans tout ça, c'est... Ah bah oui, c'est compliqué. Hein. Voilà, mais si c'est un garde-fou, ça peut être une bonne chose. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'au-delà de l'arsenal pénal, on a effectivement un vrai problème, c'est que, oui, la condition des femmes régresse, oui, les préjugés sont tels qu'on voit que les violences sexuelles sont incroyablement présentes dans tous les milieux, parce que c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Weinstein qui a suscité tout un certain nombre de déballages dans les hautes sphères de la politique, des médias, etc. Donc, voilà, et ça interroge. Pourquoi en sommes-nous encore là? Et moi, j'ai une petite idée là-dessus, sur le fait que la société, effectivement, les mécanismes de rapports sociaux, de domination, jouent leur rôle dans le fait que les femmes sont soumises et violentées. Est-ce qu'il y a un problème de formation des professeurs, Nathalie Arthaud? Vous qui êtes prof, on le rappelle, de sciences économiques. Oui, tout à fait. Alors, d'économie-gestion à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Donc, je gagne ma vie comme ça. Aujourd'hui, ce matin, je ne travaille pas, mais je vais au boulot demain. Voilà. Et vous avez posé le problème en posant la question, est-ce que le problème, c'est les profs ou est-ce que ce sont les méthodes d'apprentissage? Et vous avez répondu, ce sont les méthodes d'apprentissage. Moi, je vais répondre que ce sont les profs. Mais c'est le nombre de profs. C'est uniquement quantitatif. Mais vous comprenez, y compris pour être formé. J'entends là qu'ils veulent former effectivement les professeurs des écoles. Mais très bien, je pense que tous les professeurs des écoles seront ravis d'avoir droit à de la formation. Qui prendra la classe quand ils seront formés? Qui? Il n'y a plus de remplaçants. Moi, je travaille dans un lycée, il y a 20% de contractuels. Ils sont formés, mais ils sont parachutés au dernier moment parce qu'ils doivent remplir les trous. Vous comprenez que dans certains collèges et dans certaines écoles de la Seine-Saint-Denis, les parents ont fait le compte du nombre d'heures de cours, de classe que leurs enfants avaient perdu sur 4 ans. Ils sont arrivés au chiffre de une année de cours perdus par absence de profs, par manque de profs. Alors moi, je veux bien qu'on discute des méthodes d'apprentissage, mais tout ça, c'est réinventer l'eau chaude, honnêtement. D'ailleurs, vous l'avez dit que finalement, on va exhumer ce qu'il y a dans les manuels de pédagogie depuis... Parce que, excusez-moi, mais franchement, partir du concret pour aller vers l'abstraction... Tous les enseignants font ça. Faire manipuler des cubes à l'école primaire. Mais il y a plein d'enseignants qui le font. Moi, je passe ma vie à discuter avec des collègues sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et on met en commun et on cherche toujours le meilleur. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est de la mousse. C'est de la mousse qui est faite pour ne pas parler de ce qui fâche et de ce qui coûte de l'argent. C'est-à-dire mettre les profs qu'il faut face aux élèves. Je suis d'accord avec vous sur un point. Il y a un scandale aujourd'hui sur les contractuels et l'absence de remplaçants. Et notamment dans les endroits où il y aurait le plus besoin de profs, notamment la Seine-Saint-Denis, qui est le département où les profs sont les moins remplacés quand ils sont absents. C'est un scandale. Pour autant, ça n'explique pas les résultats de l'école française. C'est-à-dire, c'est un scandale en soi et qu'il faut traiter et qu'il va falloir traiter. Mais si vous regardez les études internationales qui étudient le niveau des élèves, leurs compétences sur l'ensemble des pays de l'OCDE, et notamment la fameuse étude Teams sur les mathématiques qui mesure les compétences en CM1, vous vous apercevez que le problème, c'est pas seulement les élèves en difficulté, c'est pas seulement... Puisque ce qui caractérise les résultats de l'école française, c'est la disparition des élèves moyens. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un tout petit nombre d'élèves qui a tendance à diminuer un tout petit peu, mais qui reste à peu près stable, d'élèves qui s'en sortent. Parce que de toute façon, ceux-là, ils ont leur famille qui compense, quoi que fasse l'école, ils s'en sortiront toujours. Donc ceux-là, voilà. Ensuite, vous avez de plus en plus de très mauvais élèves, qui sont totalement largués, et vous avez de plus en plus de mauvais élèves, c'est-à-dire que ceux qui avaient un niveau moyen s'effondrent. Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'inégalité sociale, pour le coup, c'est véritablement un problème de pédagogie. Ça n'empêche qu'il y ait un problème d'inégalité sociale dans l'école, ça n'empêche qu'il faut régler ce problème-là, mais ça n'explique pas l'effondrement des compétences des élèves en mathématiques et en lecture. Là, il y a un problème de méthode, et encore une fois, vous dites, les élèves, les professeurs savent ce qui est bien. Non, parce que quand on étudie réellement, et ils ont la meilleure volonté du monde, et souvent ils font un travail acharné, ils se donnent du mal. Mais
pour autant, si vous étudiez la façon dont fonctionnent les programmes scolaires, vous vous apercevez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. En lecture, ce sont des élèves qu'on fait baigner dès la moyenne section dans un univers où on les conditionne à reconnaître la globalité des mots. Donc même si après on fait du syllabique, ils ont ce réflexe qui donne des difficultés ensuite. Ouais. Et en mathématiques, quand vous avez un apprentissage des suites numériques, c'est-à-dire apprendre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par cœur, sans que l'enfant n'ait compris que en fait, cette suite, c'est à chaque fois n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3. Et ça, vérifiez, vous verrez que les enfants ne le comprennent pas spontanément. Et bien, quand vous laissez faire ça, ça a l'air de marcher, il sait compter, et puis en fait, non. Non, mais moi, je persiste à dire, enfin, je pense que d'ailleurs, c'est une évidence. Aujourd'hui, on peut discuter de toutes les méthodes possibles. S'il n'y a pas de prof pour les faire passer en nombre suffisant, s'il n'y a pas de classe avec des effectifs limités, ça ne marchera pas. Voilà, à commencer bien sûr par les milieux les plus... le seul sujet, c'est ce que dit Natacha. Mais c'est un véritable scandale. Mais tout le monde est d'accord. Mais c'est la base. Si vous voulez, on discute de méthodes, mais par qui passent-elles ces méthodes ? Par des enseignants qui doivent effectivement être formés, qui doivent avoir tous ces conseils, qui doivent avoir accès à tout ça, y compris aujourd'hui dans les écoles. Il y a eu beaucoup de mousse faites autour des 12 élèves par classe dans les CP, dans les REP+. Mais vous savez que ça s'est fait... Dédoublement des classes. Ouais. Ça s'est fait quand même à effectif constant. Donc on a pris des enseignants dans certaines classes pour les mettre dans ces classes-là. On a enlevé le dispositif plus de maîtres que de classes. On est en train de fermer des classes, là, y compris dans les zones rurales. Donc on est pas le seul sujet, c'est ça en fait. Non mais attendez, pour moi c'est le sujet fondamental. Oui, mais si demain on met des profs, mais on le fera pas, c'est ça le problème, c'est qu'on ne se donnera même pas les moyens. Un prof et qu'il a une mauvaise prof par élève et qu'il a une mauvaise méthode. Écoutez, mais quand même, je veux bien qu'on zappe toujours et qu'on considère que les moyens... Mais si, bien sûr qu'on zappe toujours, il manque des profs dans l'éducation nationale à tous les étages. Non, ça n'est pas vrai. L'éducation nationale et française a des dépenses en matière... Enfin, la France dépense en matière d'éducation beaucoup plus que d'autres pays qui ont un niveau plus élevé. En revanche, là où je pourrais vous rejoindre, c'est sur le fait que ces moyens sont mal distribués, c'est-à-dire que tout l'argent est mis, par exemple, sur le lycée où il y a pléthore d'options qui absorbent des postes de profs et que du coup, la France est un des pays qui paye le moins pour le primaire et pour le supérieur, ce qui est aberrant. Donc il y a des choses à régler. Simplement, Roselyne Bachelot, c'est ça que je conteste. Roselyne Bachelot a raison. Non mais Roselyne Bachelot a raison. Sur un point, vous pouvez mettre un prof par élève. Si ce prof enseigne mal, ça aura des conséquences néfastes. Et quand vous regardez la formation des enseignants, c'est un sujet, mais là non plus, ça n'est pas un problème de moyens. Je peux vous citer des professeurs qui réfléchissent, qui travaillent à leur méthode, qui réfléchissent, par exemple, qui sont allés chercher les meilleurs manuels, etc., et qui se sont fait saquer par les inspecteurs qui leur disaient « ce n'est pas la méthode que nous préconisons parce que vous utilisez des méthodes syllabiques et que ça, c'est interdit ». Et ils ont été obligés d'abandonner petit à petit, alors qu'ils savaient intimement que c'est ce qu'il y avait de mieux et que ça marchait sur leurs élèves, et en particulier les élèves de milieux défavorisés, pour qui la question des méthodes est plus importante que pour un élève bourgeois qui, en gros, quelle que soit la méthode, apprendra correctement à lire. Donc c'est pour les plus pauvres que c'est un enjeu, celle des méthodes. Écoutons certains élèves, justement, du supérieur, qui jugent le rapport Villani sur les maths et plus globalement sur la façon d'enseigner. En général, c'est mal enseigné et que c'est un petit peu compliqué des fois de comprendre un peu les concepts. Je trouve pas ça amusant. De les faire raisonner par eux-mêmes au lieu de leur faire apprendre des propriétés toutes faites, essayer de leur faire comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de profs de maths qui font pas aimer les maths parce qu'ils apprennent pas, peut-être parce qu'ils l'aiment pas eux-mêmes suffisamment. Enfin, les maths, c'est plus on en fait, plus on est fort. Du coup, il faudrait plus de tutorat. Ça fait longtemps. C'est les segments parallèles dans un triangle, si les deux sont... Je crois que c'est ça. Si deux droites sont parallèles, machin. Non, je me rappelle plus. Je me rappelle, c'était les deux... voilà. qui donnaient le grand...
Oh mon Dieu, Nathalie Arthaud, c'est affligeant ce qu'on est en train de voir. Pourvu que ça ne soit pas si représentatif que ça. Parce que... Non, mais vous voyez, je veux bien qu'on dise, bon, mais les moyens, c'est un autre problème, etc. Mais c'est le problème que personne ne veut résoudre, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent et qu'il faudrait le mettre, cet argent. Vous comprenez? On est en train de dire... Comment vous expliquez ce que vient de nous dire Natacha? C'est-à-dire que dans d'autres pays, il y a moins d'argent par élève et les résultats sont meilleurs. Mais y compris, regardez, moi je pense qu'il faut se méfier des comparaisons. Mais tout le monde explique que les professeurs des écoles viennent effectivement des filières L, et que souvent c'est d'ailleurs des anciens élèves qui avaient des boutons dès qu'on leur parlait de mathématiques. Bon, donc que fait-on? Comment les forme-t-on? Oui, ça c'est un vrai problème, mais l'interrogation qu'il faut avoir aussi, parce que moi je peux vous dire que, y compris dans le secondaire, les profs de maths, pour les trouver, mais c'est la croix et la bannière. Pourquoi? Parce que quand on a un bac plus 5 en scientifique, eh ben, on ne va pas dans l'éducation nationale pour toucher 1 700 € par mois et pour travailler... Non mais alors attendez, ce sont deux problèmes différents. Les professeurs du secondaire... Madame Polony, le problème c'est que ces problèmes-là, ils sont absents du rapport Villani. Comment on paye les professeurs? Comment on recrute des professeurs qui, effectivement, connaissent les maths? Eh bien, c'est absent Et si c'est absent, c'est parce que le gouvernement, justement, d'abord, il ne veut pas augmenter les salaires de profs, ça c'est clair. Notre point d'indice, il va être encore gelé. Au contraire, on veut... Les contractuels, ils veulent les développer. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, donc, vous voyez, les véritables problèmes, y compris les moyens pour faire passer les bonnes méthodes, parce qu'il y aurait des méthodes magiques. Ouais. Non, pas magique, c'est une technique. Eh bien, ils veulent pas aller. Une réaction sur Twitter, et puis vous répondez, Natacha, quelqu'un qui nous dit que le problème avec les professeurs, c'est qu'ils se plaignent constamment des systèmes, mais ils luttent aussi systématiquement contre toute réforme de gauche ou de droite. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de domaine qui a été plus réformé sur les 40 dernières années que l'école. Hélas, sans doute. C'est-à-dire ça a été chamboulé tous les 2 ans, tous les 3 ans. Simplement, je pense que vous mélangez plusieurs choses. Vous mélangez la question des professeurs du secondaire, où là, en effet, il y a une carence de recrutement, notamment en mathématiques, qui est dramatique, parce que, en effet, les professeurs du secondaire sont dramatiquement mal payés par rapport à tout ce qui peut se faire dans les autres pays. Et donc, ça n'attire pas, surtout dans un domaine comme les mathématiques, où on peut aller gagner beaucoup plus d'argent dans le privé. Donc ça, il faut le régler et il faut payer correctement les profs. Mais à côté de ça... C'est pas dans le rapport Villani, c'est pas parce que c'était le projet du gouvernement. Pardon, alors, que ce soit pas dans le rapport Villani, c'est parce que c'était pas ce qu'on lui demandait. En revanche, sur la formation des professeurs, des professeurs des écoles, des instituteurs, il y a quelque chose et qui est crucial. C'est-à-dire que ce rapport nous dit il faut recruter les professeurs dès la sortie du bac. C'est-à-dire arrêter de leur faire faire en licence, arrêter de leur faire faire une licence littéraire ou quoi, pour ceux qui savent qu'ils veulent être instituteurs, mais au contraire, leur faire directement une formation. Et là, pardon, mais ça existait, ça s'appelait les écoles normales, et c'est-à-dire que ça permettait tout simplement de travailler dès le départ sur tout ce que l'instituteur va avoir à enseigner, plutôt que de perdre 3 ans à leur faire faire des études qui ne leur serviront à rien pour être des bons instituteurs. En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est rétablir ce qui existait autrefois, qui s'appelait les IPES, c'est-à-dire que les études pour les jeunes gens défavorisés étaient payées par l'État et après ils devaient plusieurs années. Ça permettrait à des jeunes de milieux défavorisés de devenir professeurs. Si on les paye en plus correctement, là ça peut attirer du monde. Et donc il y a un travail en effet dans ce sens-là à faire, mais pardon, moi j'ai le plus profond respect pour le métier d'enseignant. Ça nécessite des savoirs et une technique, donc il n'y a pas de méthode magique. En revanche, il y a des méthodes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, et il faut pouvoir y réfléchir. Nathalie Arthaud, au-delà des moyens, de la question strictement de l'argent et des recrutements. Je suis désolée, mais comme vous l'avez dit, pour former, pour attirer, pour avoir il faut des moyens. Il faut des moyens. Et si le gouvernement n'évoque pas ce point, c'est parce que justement, c'est le point qui fâche. Et là-dessus, il ne veut rien faire. Donc il va effectivement, comme ça, encore une fois, alors parler de la chorale, alors que la chorale, c'est ce qui est le plus développé dans les collèges et dans les lycées. La méthode syllabique, excusez-moi, mais la méthode syllabique, elle est utilisée, mais massivement dans les écoles. Mais si, mais non, 98% sont des méthodes. Mais non, ce sont des méthodes mixtes. C'est-à-dire qui utilisent d'abord le départ idéovisuel, la reconnaissance. Écoutez, alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un gouvernement qui occupe le terrain pour... Quelle note vous donnez au ministre ? Pour parler... S'il s'agit d'une note pour enfumer la galerie, pas mal. Franchement, pas mal. Parce que, vous voyez, y compris...
On a beaucoup parlé, vous savez, de la plateforme APB pour l'orientation. Oh là là. Quel mensonge, quel tissu de mensonge, cette histoire-là. Hein, le tirage au sort, etc. C'était l'horreur absolue. C'était. Et passe à parcours. Bah voilà. Donc, parce que en réalité, le tirage au sort, c'était sur une petite frange des élèves qui s'orientaient. Tout ça, c'était pour l'enterrer, pour mettre en place la sélection à la fac. Donc voilà, c'est beaucoup de discours pour juste. Vous savez quand même. Un élément, c'est que l'année prochaine, il y a plus d'élèves dans le secondaire. Je crois 24 000 supplémentaires. Eh bien, il va y avoir 1400 postes de moins. Alors, APB, ça avait été mis en place par les gouvernements précédents. On va justement fouiller un petit peu dans le passé autour de ces questions d'éducation avec Julie Arnaud qui nous a rejoint. Voici la boîte à archives. Et vous nous ramenez à quelle époque exactement ? Eh bien, on va remonter déjà au milieu des années 90, fin des années 90, car beaucoup de politiques se sont prononcés sur la question scolaire et ont eu des formules plus ou moins heureuses. Il faut dire que c'est souvent un terrain miné. Bien sûr, on se rappelle tous de Claude Allègre et du fameux mammouth qu'il fallait dégraisser. On est en 1997. Mais moi, je voulais surtout m'arrêter pendant la campagne présidentielle de 2007, où il a beaucoup été question d'éducation par les deux principaux candidats, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Regardez Ségolène Royal qui est en déplacement à Dunkerque et qui, elle, ne veut pas du tout mettre de l'argent dans un second porte-avions militaire, mais qui préfère investir dans l'éducation. Si la nation est capable de dégager le coût d'un deuxième porte-avions, eh bien j'en fais ici le serment. Cette marge de manœuvre supplémentaire, cette valeur-là n'ira pas à la défense nationale, mais ira à l'éducation nationale. Voilà la différence. Voilà la différence avec Nicolas Sarkozy. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a beaucoup aussi parlé d'école. Il était sur le plateau de TF1 dans l'entre-deux tours. Écoutez ce qu'il disait et ce qu'il voyait, son projet pour l'école. Je veux une école où lorsque le maître entre dans la classe, les élèves se lèvent en témoignage de respect. Je veux une école qui tourne le dos à l'héritage de 68, là où tout se valait. Par exemple, je dis que c'est une erreur quand on dit on va démocratiser l'école et qu'on donne à tout le monde un diplôme qui ne vaut plus rien. C'est une erreur. Moi, je crois à l'école de l'excellence, de l'exigence. Voilà pour Nicolas Sarkozy. Et beaucoup de cadres de la droite, il faut dire, ce sera la dernière séquence, sont paralysés, traumatisés par Devaquet. La fameuse réforme de 86, les manifestations, les étudiants dans la rue. Et à l'époque, ça donnait ça. Petit souvenir. Là où tout se... Complètement apolitique, on ne veut pas savoir ce qu'ils foutent, ni la gauche, ni la droite, ni le centre, ni l'extrême droite et l'extrême gauche, on n'a rien à foutre. On est un mouvement apolitique et non syndiqué, et la question sur la politique, on ne veut pas en entendre parler, pour l'instant. Ils se présentent comme des pantins, alors évidemment on s'en fout, quand ils font des émissions, qu'ils ont l'air de clowns, bon évidemment on s'en fout, mais ceci dit, c'est quand même eux qui dirigent le pays, il faut quand même faire attention à ce qu'ils pensent. Ça vous rappelle les souvenirs d'Ali Artaud, vous y étiez ou pas? Oui, c'était ma première manif. Oh, c'est pas vrai. Oui, 86. Oh c'est pas vous. Allez, l'ordonnance de Bachelot. Eh bien, mon ordonnance s'adresse aux militants, militantes qui luttent contre les violences sexuelles, on en parlait à l'instant, et qui ont abandonné un pan entier du combat. Interrogés il y a quelques semaines par 2 journalistes du Monde sur les opérations, les histoires de harcèlement que j'avais pu constater à l'Assemblée nationale, je leur disais que le cas le plus évident que j'avais vu était celui d'un collègue qui persécutait littéralement un fonctionnaire homme de l'Assemblée nationale par des attouchements et des avances verbales incessantes. Il est curieux que dans les milieux gays, LGBT, cette question soit largement taboue et il est intéressant de lire l'article de Libération ce matin sur ce sujet avec un intertitre d'un militant LGBT, ouvrez les guillemets, « Je me pose la question de la pertinence de cette connexion aujourd'hui. Est-ce que les revendications féministes doivent s'appliquer à la communauté gay ?» À cette question, je réponds clairement oui. Le harcèlement, les gestes déplacés, le viol sont condamnables, même quand ils sont pratiqués entre 2 personnes de même sexe. Certaines personnes LGBT ne doivent pas revendiquer une culture du viol comme un marqueur identitaire. Le respect du consentement ne se négocie pas. Une réaction, Nathalie Arthaud ? D'accord avec ça ? Évidemment. Oui. Et juste, là, vous avez évoqué donc, le harcèlement dans le milieu gay.
Mais moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans tout ce mouvement, on entend surtout la voix des actrices, la voix des journalistes, la voix finalement des classes privilégiées. Alors que le harcèlement sexuel, les viols et le harcèlement sexuel au travail, hein, c'est une femme sur 5. Pas de reportage. Quelle ouvrière, quelle employée, quelle simple intérimaire, quelle femme au foyer a-t-elle été invitée sur les plateaux pour témoigner et pour parler de sa situation? Il n'y en a pas. Dire que l'article de Libération est très intéressant parce qu'il ne légitime absolument pas le viol et il n'y a aucun homosexuel dans cet article qui dit que le viol ne pose aucun problème. En revanche, ils disent qu'il y a une culture et des lieux spécifiques de drague où finalement le côté tactile ne fonctionne pas de la même manière. Ouais. Et c'est vrai qu'on est plongé dans une réflexion qui est sur cette fameuse zone grise dont vous parliez, Roselyne. Natacha Polony qui lit toute la presse chaque matin et qui nous donne sa revue de presse sans filtre. Je vous le rappelle, à 9h45 de La République. On vous retrouvera demain, chère Natacha, ainsi que vous aussi, Roselyne. Quand même. Et vous aussi, Julien. À midi, normalement, oui. Allez. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous demain. Merci, Nathalie.